Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale sur le 5e anniversaire de l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'était le 30 et 31 octobre. Ces chaudes journées qui ont fait tomber le régime de Blaise Compaoré. Et puis il y a eu une tentative de coup d'État en 2015, un coup d'État qui a échoué. Et l'élection présidentielle qui a porté Roch-Marc Christian Kaboré, le MPP, au pouvoir. Nous sommes maintenant en 2019, 5 ans après. Qu'est-ce qui a changé? C'est le thème de cette émission, 5 ans après l'insurrection populaire. Alors ce soir, nous allons être très concrets, aller dans les détails, secteur par secteur. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui n'a pas bougé? En plateau, nous avons 4 invités que je m'en vais vous présenter. Monsieur Boukari Konombo, il est le président du Brassard Noir, une organisation de la société civile. À côté de lui, nous avons bienvenu Ambroise Bakiono, il est membre du bureau exécutif national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Il est aussi député MPP, bien évidemment. Et puis, nous avons Zerbo Moussa, il est secrétaire général national adjoint et porte-parole de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, en même temps député de l'UPC aussi. Et puis, à côté de Zerbo Moussa, David Moyenga, il est membre du comité d'éveil parlementaire du CNP, un comité d'éveil qui examine un peu les acquis de l'insurrection. Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. Un premier tour de table avec une question globale et générale. Si ce soir, on vous demandait de donner les caractéristiques du Burkina Faso post-insurrectionnel en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Bakiono. Avant de lancer le débat, permettez-moi de saluer la mémoire des martyrs tombés pour la patrie, de souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés et de souhaiter la bienvenue à tous ces vaillants combattants de la liberté qui ont été affectés par ce combat et qui continuent chaque jour que Dieu fait à se battre pour faire avancer le Burkina. 5 ans après l'insurrection, nous pouvons dire que le Burkina continue d'avancer et le Burkinabé, dans son ensemble, l'ensemble du peuple burkinabé continue d'écrire les pages de son histoire. Les pages de son histoire avec beaucoup de liberté, avec un approfondissement de la démocratie et avec une justice que nous continuons de demander pour tous les insurgés et toutes les victimes des coups d'État. Zerbo Moussa, le Burkina Faso post-insurrectionnel, pour vous, il est caractérisé par quoi? Bien, tout comme mon prédécesseur, je m'en voudrais de ne pas rendre hommage à tous nos camarades, parce que ça pourrait être nous. Dieu a voulu que ce soit d'autres personnes. Nous leur souhaitons vraiment paix, on souhaite paix à leur âme et également prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés et les familles qui ont été touchées. Vraiment que Dieu leur donne toujours la force. Sinon, pour revenir spécifiquement à votre question, 5 ans après, je pense que ce sont des raisons qui nous avaient motivés dans la rue. Et lorsque l'on essaie de regarder un peu dans le rétroviseur et nous projeter un peu, durant ces 5 ans-là, nous pourrons dire qu'on a le sentiment de n'avoir pas bougé. Bien au contraire, c'est une amplification de la malgouvernance et tous les secteurs d'activité, comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez dit, on va revenir là-dessus. Nous voyons que rien ne va. Le Burkinabé, à la limite, ce que le pouvoir en place avec ses alliés a eu la prouesse peut-être de donner, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés ont le sentiment de regretter un peu le temps, j'allais dire, de l'ère Compaoré. C'est ce seul sentiment que nous avons aujourd'hui de façon générale. Le regret pour les populations burkinabées de l'insurrection populaire, Boukari Konombo, c'est ce que dit Zerbo Moussa. Bon, peut-être que M. Zerbo a ses raisons de le dire. Nous, avant tout propos, je m'enligne par rapport à leurs propos pour souhaiter vraiment aux martyrs qui reposent en paix et prompt rétablissement aux blessés et compassion à toutes les familles des victimes. Durant que 5 ans après, on peut dire que le bilan est positif. Comme le président l'a dit, pourquoi les gens étaient dans la rue? Ils étaient dans la rue pour demander plus de liberté. Nous allons venir, nous allons venir. On va poser la question, ça sera la première question. Mais déjà, une vue générale du Burkina Faso post-insurrectionnel.
Une vue générale du Burkina Faso. Vous avez dit que tout est positif pour vous? Pour nous, tout est positif. David Moyenga, vous direz la même chose. Il dit qu'il n'y a rien à bouger. Il dit que tout est positif. Où vous vous situez? Je m'en voudrais non plus également de ne pas salir la mémoire des gens qui sont tombés, mais aussi des forces qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre insurrectionnelle au Burkina Faso. Et bien entendu, 5 années après, je dirais aussi que c'est plutôt la désillusion, un peu donc le découragement de la plupart des insurgés qui attendaient que les aspirations réelles du peuple burkinabé puissent être effectivement, j'allais dire, répondues. Et en plus, si c'est l'État, les caractéristiques que présente le Burkina Faso, avec une grande difficulté, qui est quand même la question sécuritaire. Nous allons y venir. Donc, forcément, aussi avec des difficultés au plan social, économique que vivent directement les populations de façon ressentie. Nous allons y venir. Alors, voilà à peu près ce que je vous peux me dire. tendez une bonne perche pour la première question spécifique de cette émission. Vous parliez d'aspiration du peuple, l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'était la réponse à quoi? Pourquoi le peuple sont sortis, la population est sortie pour dire non à Blaise Compaoré? Je pense le mot d'ordre fédérateur, c'était non à la modification de l'article 37. Donc, non à un pouvoir à vie, non à la patrimonialisation du pouvoir, non à l'impunité. Mais oui à plus de démocratie, oui à l'alternance, oui à une justice sociale, oui à la justice tout court et non à l'impunité. Donc, c'est vraiment la trame qui a été le moteur de l'insurrection et le moteur pour le départ de Blaise Compaoré. Alors, Zerbo Moussa, c'était une soif de quoi? C'était une soif pour une alternance d'abord, oui, et ensuite pour une gouvernance plus vertueuse, que nous puissions mettre un terme à un certain nombre de maux qui minaient la société, comme il a énuméré, notamment la corruption qui avait atteint la gabegie, tout ce qu'on connaissait comme malversation, des détournements de deniers publics, et également le tripatouillage de notre Constitution que nous avons dénoncé avec force, à savoir la non-modification de l'article 37 qui consacrait un pouvoir à vie à une personne que nous ne voulons pas. Et un autre élément, c'est la mise en place du Sénat, parce qu'on a estimé que c'était budgétivore et que le Burkina Faso n'avait pas besoin de ça dans son dispositif institutionnel. Il y a aussi le fait que nous avons dit qu'on ne voulait pas d'un référendum. Donc, voici autant d'éléments que nous avons combattus tout simplement pour dire que nous voulons une gouvernance vertueuse, une gouvernance qui prenne en compte effectivement les aspirations profondes du peuple, où les richesses et tout ce qu'il y a dans le pays puissent être répartis de façon équitable et que tout le monde puisse être traité de la même manière devant nos juridictions et de façon générale dans la société. Alors, David Moyenga, le soulèvement populaire d'octobre 2014, c'était tout simplement une soif de changement, simplement, ou bien une aspiration des populations à de meilleures conditions de vie? Ah oui, je dirais que la résolution de cette crise était beaucoup plus importante, même si le déclic, pour ne pas dire la zone d'étincelle est venue avec la question de l'alternance politique qui était en fait matérialisée par la question de la non-modification de l'article 37 et du Sénat. C'est l'étincelle, mais derrière couvait toute une crise lointaine au plan d'abord social, de la vie et de la misère. On a vu la violence pour la faim, on a vu des crises qui se sont succédées, mais aussi il y a le volet de la crise foncière, avec la question même, mais ça aussi, ça faisait ébranler beaucoup de communes, aussi bien le foncier urbain que le foncier rural, les questions de logement. Voilà, il y avait de multiples causes qui étaient la braise souterraine en dessous de la question de l'article 37, c'est tout ça. Mais au-delà, il y avait la question de la justice. N'oubliez pas que depuis 1998, le peuple est déjà en insurrection sur l'affaire Norbert Zongo, a demandé justice.
Et que ces épisodes-là ont été une épreuve assez longue et assez vivace contre le régime en place. Et bien entendu, il y avait l'affaire Norbert Zongo, mais il y a tous les autres dossiers de crimes de sang emblématiques comme celui de Dabo Boukari, comme celui de Thomas Sankara. Et vous voyez bien que la résultante de tous ces faits-là, les régimes ne pouvaient pas tenir. Ils ne pouvaient que partir. Boukari Konombo, pour vous, c'était quoi? Ce soulèvement populaire était provoqué par quoi? Voilà, bon, pour remonter le pas de mon prédécesseur tout à l'heure, je dirais que c'était une soif de justice. Les gens sont sortis dans la rue pour demander plus de justice, plus de liberté et plus de démocratie. Si nous disons que 5 ans après, c'est positif, on peut dire qu'actuellement, nous commémorons les 5 ans de l'insurrection qui coïncide avec la fin du procès de Poutre, qui au départ, les gens étaient sceptiques à la tenue de ce procès. Rien que la tenue de ce procès est historique. Donc nous disons que c'est positif parce que, mon président vient de citer tout de suite tous ces dossiers emblématiques. Pourquoi depuis si longtemps ça n'a pas été jugé? C'est parce que la justice n'était pas indépendante. Nous avons une justice suffisamment indépendante qui peut se prononcer sur tous les dossiers qu'ils veulent. Donc nous disons que il y a des insuffisances, peut-être, mais qu'il faut améliorer. Mais 5 ans après, nous voyons que nous avons plus de liberté, nous avons plus de justice pour affronter. Nous allons parler de justice tout à l'heure. Alors, je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table que l'insurrection populaire d'octobre 2014 était motivée par une soif de changement, un changement avec plusieurs cordes à son arc. Alors, la première question que je voudrais vous poser encore... Avant de continuer, oui, Zerbo Moussa. Je voudrais dire, puisque dès l'entame, j'ai dit quelque chose ici, il faudrait que ce soit clair dans l'esprit des gens. Si demain, l'insurrection était à reprendre avec les mêmes mots qu'on a de par le passé, je pense qu'on n'hésiterait pas, on va ressortir. C'est pour dire... J'ai parlé de sentiments de regret. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous regrettons l'insurrection. Non. C'est pour dire tout simplement c'est la gestion chaotique d'après-insurrection qui fait un peu regretter, mais on ne regrette pas l'insurrection. Votre précision est comprise. Je disais donc que c'était une soif de changement. Tout le monde est d'accord autour de cette table, mais un changement sous plusieurs aspects. Alors la question que je pose, c'est la question fondamentale de cette émission, et ça sera le fil conducteur de cette émission. Qu'est-ce qui a changé 5 ans après, en termes de liberté, d'abord? Est-ce qu'on estime que 5 ans après l'insurrection populaire, on a acquis de nouvelles libertés, ou est-ce que les mêmes libertés sous l'Ancien Régime n'ont pas été touchées, il n'y a pas eu de variations? Zerbo Moussa. Bien, à ce niveau, dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, ça ne serait pas sincère de ma part, pour ce qui est des libertés. C'est vrai que Moyemga l'a dit. Vous savez que c'est depuis l'assassinat de Norbert Zongo que la presse, aussi bien la société civile que tout le monde, les partis politiques, tout le monde s'est mis d'accord pour qu'on ait plus de liberté, que la presse puisse avoir la liberté et que les populations puissent avoir la liberté de s'exprimer comme on l'entendait. C'est vrai, il y avait des menaces, des intimidations et autres en son temps, mais si on essaie de voir aujourd'hui, on pourrait dire que cette liberté se manifeste beaucoup plus avec la multiplication des médias, et chaque radio est libre de faire ses émissions interactives, même si on met quand même un petit bémol pour qu'il n'y ait pas de débordement. Nous avons les réseaux sociaux où chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Donc à ce niveau-là, on pourrait dire qu'il y a eu quand même un changement qualitatif. Alors, sur ce plan. Vous disiez que les radios sont libres de s'exprimer depuis l'assassinat de Norbert Zongo. Carrément, la presse a arraché sa liberté. Les radios étaient libres de s'exprimer avant le départ de Blaise Compaoré, comme les radios s'expriment aujourd'hui après le départ de Blaise Compaoré dans les chaînes de télévision. Avant octobre 2014, pendant la campagne sur la modification de l'article dans les chaînes de télévision, au cours des débats, je pense que la parole était libre. Bon. C'est ce que j'ai rappelé, j'ai dit depuis 1998. Et maintenant, c'est pour dire tout simplement que cela continue et ça s'est accentué, avec notamment la création d'autres médias. Et voilà, c'est de ça que je parle. Bienvenue Ambroise Bakiono. La liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté tout court, est-ce qu'elle s'est accentuée après l'insurrection? Est-ce qu'il y a une différence entre l'avant-insurrection et l'après-insurrection en termes de liberté?
Oui, il y a, comme l'a dit l'honorable Zerbo, il y a bien sûr une accentuation de la liberté, et quantitativement et qualitativement. Et en plus, avec le phénomène des réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui classent le Burkina, même en termes de liberté de la presse, à des niveaux assez, en tout cas, intéressants. Donc, nous pouvons citer ces appréciations d'organes indépendants qui regardent, qui observent le Burkina. Nous pouvons aussi le voir à travers le nombre de médias qui se créent au Burkina, que ce soit sur les types de médias et sur leur nombre. Donc, je pense que cette liberté est là. Aujourd'hui, on ne peut même plus savoir si tel média est de tel bord ou de tel bord. Je pense que même dans les médias, il y a, les journalistes sont beaucoup plus libres de s'exprimer et de diriger les lignes éditoriales comme ils le sentent. Les journalistes étaient moins libres sous Blaise Compaoré que maintenant. Est-ce que vous avez senti une variation? Bon, moins libre, je ne sais pas, mais c'est que sous Blaise Compaoré, les journalistes ont été tués. Les journalistes ont été assassinés. Mais après l'insurrection, comme vient de me dire mon voisin, aucun journaliste ne peut être, n'a jamais, bon, de notre connaissance, n'ont pas été menacés ni mis en prison à cause de leur opinion. Donc nous pouvons dire que la presse est libre et s'exprime comme ils veulent, comme on dit, et avec beaucoup, il faut réellement aussi qu'elle soit encadrée, parce que trop de liberté aussi vont nous créer plus de problèmes. Mais clairement, il faut dire que la liberté d'expression est là, les journalistes sont libres. Voilà. Oui, mais on n'oublie pas, David Moyenga, que quand même, il y a eu le code pénal, le nouveau code pénal, que les journalistes jugent liberticide pour la presse. Est-ce que ce n'est pas un fait majeur aussi de l'après-insurrection du plan de vue liberté? Pourquoi je dirais que c'est une liberté relative après l'insurrection populaire quand même, et qui s'explique par le fait que le peuple lui-même a compris qu'il doit en fait prendre le contrôle de sa liberté et l'impose aux forces de pouvoir public. Parce que c'est le peuple qui aujourd'hui courageusement aussi imprime les espaces de liberté et d'opinion. On l'a vu à travers les réseaux sociaux, ou même que de plus en plus les gens acceptent d'écrire et de prendre la parole. Et que d'autre part aussi, quand même, bon, la brève transition a permis aussi de faire des remaniements, où il y a eu quand même un changement majeur sur la dépénalisation des délits de presse. Elle n'est pas totalement parfaite parce qu'il y a les aspects pécuniaires, mais ça laisse quand même une certaine possibilité juridique. Néanmoins, malgré cet environnement, il faut se dire que récemment, effectivement, avec la loi sur le code pénal, on se pose la question parce qu'il n'y a jamais de liberté acquise définitivement. Tout dépend du contexte et des rapports de force qui vont se mettre en place. Et c'est là où je dis, c'est une liberté relative. Parce que déjà là, les critiques reviennent un peu sur certaines méthodes anciennes connues avant l'insurrection populaire. Et au-delà de ça, on a vu... Quelle méthode? Notamment les menaces ou les interdictions. Par exemple, je devrais continuer un peu dans ce lancé en disant que la marche de l'UAP, qui a fait l'objet de beaucoup de débats, c'était une interdiction de marche quand même qui posait problème de liberté publique quand même. Ça, c'est quand même très fondamental. C'est des libertés qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont transcrites dans toutes les constitutions démocratiques dans ce monde. Si on arrive à remettre en cause cela, ça commence à faire bien. Donc, à mon avis, j'ai dit c'est une liberté relative, et que maintenant, c'est que je crains aussi, il ne faut pas que cette liberté soit sans effet. Que par exemple maintenant, plus on parle beaucoup, plus les gens s'expriment, et que ça n'a pas d'effet sur la gouvernance. Hein? À peu près comme Norbert Zongo, je le reprends, qui aimait reprendre une certaine sagesse française, qui disait que ça devient comme le renard libre dans un poulailler vide. Voilà, vous pouvez vous exprimer, mais écoute, on n'en prend pas en compte, et finalement, cette liberté n'a pas d'effet sur la gouvernance. Ça peut être inquiétant. Vous parliez de la marche de l'UAP qui a été interdite. On pourrait aussi parler des nombreuses manifestations des organisations syndicales qui n'ont cessé de gonfler, meetings, mouvements d'humeur, et beaucoup d'instruments d'expression des organisations syndicales, des travailleurs
on n'a jamais connu autant de manifestations, autant de libertés de manifestation dans le monde du travail comme maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord, Zerbo Moussa, sur cette analyse-là? Non, en fait, dire que c'est plus de liberté, mais c'est des textes qui sont là. Ces manifestations ne vont pas au-delà des textes. Lorsque ça va au-delà des textes, c'est interdit. Donc, autant de mouvements, c'est parce que justement, les travailleurs ont compris qu'il fallait qu'ils prennent les responsabilités. Et pourquoi? Quand il y a plus de manifestations, vous pensez que c'est un bon signe? Ce n'est pas un bon signe. C'est des signes palpables pour dire qu'il y a un malaise à quelque part. Sinon, un peuple se met au travail, un peuple qui est bien traité se met au travail et n'a pas besoin de déserter les lieux de service. On n'a pas besoin de préavis tous les jours. Lorsque vous prenez de façon générale les préavis qui sont déposés par les différents syndicats, c'est pour revendiquer quoi? Est-ce que c'est des revendications qui sont, somme toute, logiques ou pas? Si nous prenons de façon générale, on va revenir là-dessus, vous l'avez dit, si nous prenons le secteur de la santé, de l'éducation... On va revenir là-dessus. Oui, je cite le secteur de la santé, de l'éducation, et j'en passe. Est-ce que ces agents qui sont rentrés en mouvement à travers la CGTB et autres, est-ce que ces mouvements-là sont allés sans fondement? C'est des revendications qui sont fondées et c'est des revendications aussi qui répondent à une logique. Une promesse non tenue, ça exige qu'on puisse demander des comptes. Comment est-ce que le gouvernement peut s'asseoir avec des partenaires sociaux? Vous vous entendez sur un certain nombre de choses. Vous paraffez. Avec des échéances. Non, c'est pour vous dire... Nous allons revenir sur la gouvernance. Okay. Liberté Bakiono, est-ce qu'aujourd'hui, cet ensemble de mouvements sociaux sont l'expression d'une liberté et est-ce qu'après l'insurrection populaire, les populations, les Burkinabés ont senti que maintenant, elles peuvent être libres de manifester ou est-ce que c'est tout simplement un mouvement normal, comme le dit Zerbo Moussa? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous été d'accord qu'il y a quand même des acquis en matière de liberté. Et qu'aujourd'hui, ne faisons pas la confusion entre les travailleurs et puis l'ensemble du peuple burkinabé. Les travailleurs font partie du peuple burkinabé. Ils font partie, mais ce n'est pas le peuple. Quand j'entends dire une partie du peuple. Voilà, c'est une partie du peuple. Quand j'entends le peuple déserter ou manifester, c'est différent. Tout à fait. Et il faut aussi dire que l'État ce n'est pas le MPP. Il ne faut pas confondre l'État et le parti politique. Parce que ceux qui animent l'État aujourd'hui sont membres de différentes formations, y compris l'UPC, y compris le CDP, y compris. Donc l'État est un tout. Le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif. Voilà, mais ce n'est pas le pouvoir MPP. Exécutif seul. Quand un travailleur manifeste, si c'est un fonctionnaire, il manifeste contre l'État. Oui. C'est clair. Et aujourd'hui, on ne va pas dire non plus que tous les directeurs généraux par exemple, sont tous MPP. Et ça, je suis désolé. Oh. Donc, aujourd'hui, ne faisons pas la confusion. Quand il y a une manifestation de travailleurs ou de fonctionnaires, c'est pour l'aboutissement de leurs revendications. Elles peuvent être légitimes ou pas légitimes, ça dépend de la position dans laquelle on se met, mais c'est normal pour un travailleur de manifester. Ce qu'il faut, il faut encadrer, c'est que ces manifestations doivent suivre la réglementation et la loi. Et certains analystes, vous le savez, estiment que les organisations syndicales exagèrent dans leurs revendications. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? Non, nous ne pouvons pas dire, soyons responsables. Si un syndicat pense que la grève est un moyen pour lui de s'exprimer, il utilise ce moyen. Maintenant, c'est à l'employeur de savoir qu'est-ce qui peut être accordé et qu'est-ce qui ne peut pas être accordé. Il faut se dire que tout employeur n'est pas fier de voir de la grève chez lui. En prenant l'État burkinabé, qui est l'employeur des fonctionnaires, l'État, dans son ensemble, n'est pas fier du fait qu'il y ait de la manifestation ou des mouvements d'humeur toujours. Mais on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. L'État burkinabé n'a pas un budget extensible. Donc, à un moment, il faut instaurer le dialogue, il faut approfondir le dialogue social pour vraiment apaiser la fronde sociale. Quand le dialogue ne marche pas, il faut instaurer peut-être la fermeté aussi. Vous êtes d'accord avec ça? La fermeté, je dis, nous avons demandé la démocratie, la liberté et l'état de droit. Et donc, ce qui encadre le vivre ensemble, c'est le droit, ce sont les règles. Et il faut les appliquer.
Alors, peut-être avant de continuer, si vous permettez, on va évoluer c'est pour dire, rapidement. parce que moi je dis, il ne faut pas restreindre. Quand nous parlons de manifestations, de mouvements, il ne faut pas restreindre au monde des travailleurs au sens propre du terme, comme on dirait les fonctionnaires. Mais dans ce pays-là, vous êtes d'accord avec moi, jusqu'aux cultivateurs, aux producteurs dans les villages, il y a des mouvements. Nous avons connu le mouvement de l'Union des producteurs, ainsi de suite. Les mouvements ne se limitent pas qu'au monde syndical, même les populations sont en mouvement. Je dis tout simplement que c'est des signes palpables pour dire qu'il y a un malaise à quelque part. Alors, Boukari Konombo, les organisations syndicales, les populations qui manifestent, est-ce que c'est le signe d'une liberté retrouvée ou est-ce que vous estimez qu'il y a une exagération de cette liberté-là? Pour nous, c'est une exagération. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous allons dire qu'ailleurs, les gens sont honnêtes, vont dire syndicalistes politiques. Ici, les gens se cachent derrière le syndicalisme pour faire de la politique. Les syndicats qui disent que ce pouvoir ne va pas faire 6 mois. Dans 6 mois, ils vont tomber. Les autres ont eu le temps de fuir, mais eux, ils ne vont pas fuir. Mais ça, ce n'est pas des revendications syndicales, à notre avis. Nous disons que, quelle que soit la justesse de leurs revendications, oui, ils peuvent avoir raison, mais ils ne sont pas sans savoir que le pays est en guerre. Tout de suite, vous avez dit qu'on va parler de la sécurité. Nous commémorons les 5 ans de l'insurrection. Mais depuis 4 ans, le pays est en guerre. Et depuis 4 ans, il y a toujours des remous sociaux. Il y a des grèves partout. Mais souvent, on se demande même, nous vivons sur quel pays? Nous sommes dans le même Burkina ou bien nous ne voyons pas la même réalité. L'honorable Zerbo vient de dire tout de suite, le monde, comment on appelle, rural, il réclame des tracteurs. On ne peut pas cultiver avec la main depuis nos ancêtres jusqu'à maintenant pour évaluer. Mais nous avons vu que le pouvoir exécutif tout de suite a remis des tracteurs depuis 2 ans. Et à la télé, nous avons vu qu'ils ont promis ça dans tous les réseaux. Mais la guerre qui nous a été imposée, il faut des restreindre le budget. Ils sont députés, ils savent comment ils ont fait pour restreindre le budget pour augmenter le budget du ministère de la Défense. Et bien si en même temps, l'honorable l'a dit, les fonctionnaires, c'est eux souvent qui sont en grève. Ils sont combien? Moins de 200 000. Et nous sommes 20 millions de Burkinabés. Le monde rural a besoin de quelque chose. Les étudiants ont besoin de bourses. Tout le monde a besoin. Et l'État, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ils sont députés pour le développement. Les infrastructures, on fait comment? Nous pensons que, quelle que soit la justesse de leurs revendications, c'est normal. S'ils étaient aussi percutants que ça depuis les 27 ans de l'ancien régime, ils allaient tout avoir. Et maintenant, on n'allait pas avoir de problème. Alors, si c'est maintenant qu'ils sont on va évoluer. On va évoluer. Oui, allez-y. Il ne faut pas se tromper d'époque. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'avec la levée de la peur, que le peuple lui-même s'est battu pour pouvoir déverrouiller un système de terreur, il est clair que le peuple va s'exprimer de façon multiple et multiforme. Ces espaces de liberté ont été conquis justement difficilement avec tous les rappels de mémoire que nous avons faits dans un sacrifice au prix fort, mais ce n'est pas pour ne pas pouvoir quand même exercer cette liberté. Et maintenant, du point de vue du contexte sécuritaire qui pourrait être peut-être l'argument, je pense qu'il faut faire attention parce que ce contexte s'adresse à tout le monde, même aux dirigeants qui doivent avoir tous la même attitude nécessaire face effectivement au contexte. De sorte que je ne suis pas sûr que ce prétexte-là puisse prévaloir parce qu'il y a de l'insécurité. Les travailleurs peut-être ne défendront pas leurs droits parce qu'il y a de l'insécurité. Il n'y a plus peut-être de gouvernance vertueuse, on s'en intéresse plus. Parce qu'il y a l'insécurité, il n'y a plus de contrôle gouvernemental, on laisse vous parlez de gouvernance vertueuse, c'est l'autre sujet. C'est le sujet que nous allons aborder. Qu'est-ce qui a changé? Et ça, il ne faut pas se tromper d'époque. Qu'est-ce qui a changé? On a parlé de liberté. Qu'est-ce qui a changé? On va parler maintenant de gouvernance. Vous avez dit autour de cette table que l'insurrection populaire était aussi une forme de dire non à la corruption dans la vie publique burkinabé. Est-ce que 5 ans après, les choses ont évolué dans ce sens? Zerbo Moussa. Bien, il faut se dire les choses sans vraiment... Nous sommes face au peuple burkinabé. Nous sommes face à nos compatriotes. Ce que chaque Burkinabé vit les 5 ans durant, jusqu'à aujourd'hui, chacun le sait. On ne peut pas dire autre chose. Même si on va arguer d'autres prétextes, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir,
c'est que la corruption a gagné en galon. Est-ce que vous avez des chiffres pour étayer vos propos? Non, pas des chiffres, mais ce qui est sûr... Des exemples? Des exemples de corruption, nous en avons à la longueur de journée. La presse que vous êtes, vous étalez ça. Oui, là, nous sommes en direct devant les Burkinabés. Vous dites que la corruption a augmenté. Est-ce que vous avez des chiffres ou bien que vous avez des exemples précis qui montrent que la corruption a augmenté? Le rapport tout récent de la SCLC est là. C'est évocateur. Et chaque année que Dieu fait, lorsqu'on fait le classement, par rapport au passé, vous voyez un peu que les rapports nous révèlent que la corruption a gagné en galon. Le dernier rapport l'en atteste. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un référentiel pour nous. Et le RENLAC aussi est sorti avec son rapport qui est révélateur et ça a été rendu public. Je parle de la corruption. Ensuite, nous avons la politisation de l'administration, ce que nous avons combattu de par le passé. Un exemple concret pour ne pas aller loin. Vous avez suivi tous avec nous cette affaire qui a défrayé la chronique. Un agent de l'administration publique qui est nommé et par la suite, on se rend compte qu'il est militant d'un parti de l'opposition. On refuse qu'il prenne fonction et mieux, on vient à annuler même l'acte. C'est le cas, je parle de l'exemple de l'agent Ouedraogo Abel, qui ne se cache pas, il est de l'UPC. Mais est-ce une manière de nous dire, lorsque vous n'avez pas la carte MPP, vous ne pouvez pas occuper, vous ne pouvez pas servir votre pays. Donc, ça, c'est un exemple concret que je vous donne. Ça, c'est la politisation à outrance de l'administration, où, à la limite, on pourrait dire que ça sert c'est du clientélisme. C'est du clientélisme, nous assistons à un favoritisme, à la gabégie, et ça, nous le disons. Les détournements, nous, on ne vous en parle pas. Combien de DG, est-ce qu'on pouvait s'imaginer un seul instant que la période post-insurrectionnelle, qu'on puisse avoir des DG, qu'on puisse avoir des gens nommés par l'exécutif qui puissent aller ramasser nos deniers publics comme si de rien n'était. Combien de personnes ont été relevées de leurs fonctions après que la population ait fait la pression pour dire justement qu'il y a eu cette situation, et vous-même la presse en premier lieu. Il y a des faits que vous avez relevés, des détournements, des cas qui se sont révélés. Au départ, on a dit non, vous ne dites pas la vérité. Et avec la suite, ça s'est avéré vrai. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est ce même pouvoir en place avec qui on s'est dit après insurrection, c'est pour mettre un terme à tout ça, nous vivons cela aujourd'hui. Donc dites-moi, on va en venir à la question sécuritaire. Le Burkina était où avant? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les Burkinabés ont cette quiétude-là? Est-ce qu'on pouvait, avant, sans avoir de moyens de protection, vous n'avez ni peur. Quelle que soit l'heure, vous sortez, vous partez où vous voulez. On va parler vous de sécurité tout à l'heure. On va parler de sécurité, on parle de gouvernance. Je vais donner la parole à Bienvenue Ambroise Bakiono. Vous avez entendu tous les griefs soulevés par Zerbo Moussa contre le Burkina Faso post-insurrectionnel en termes de gouvernance. Il y a eu peut-être les affaires des audiences qui étaient monnayées à la présidence. Il y a eu aussi l'affaire de la CNSS. Le directeur des ressources humaines a été relevé de ses fonctions, mais le directeur général est présent. Il y a eu l'affaire des charbons fins. Et dans toutes ces affaires-là, si on suit le raisonnement des Zerbo Moussa, il n'y a pas eu de sanctions qui ont été prises. Est-ce qu'en termes de gouvernance vertueuse, 5 ans après l'insurrection, il y a eu un frémissement de changement? Oui, je pense que le Burkina est sur la bonne voie parce que nous n'allons plus travailler comme dans les périodes d'exception où chaque mercredi, on pouvait balayer un fonctionnaire comme ça. Parce que ça a été fait et après, le Burkina a payé pour tout ça. Donc nous avons dit nous allons construire un état de droit. Et c'est sur ça que le président... Vous parlez de l'époque Thomas Sankara? En tout cas, les périodes d'exception. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de bâtir un état de droit. Ça prend du temps, c'est un processus. Il y a deux types de sanctions. Il y a la sanction administrative qui peut être prise par l'exécutif et il y a la sanction judiciaire. Donc, il y a deux organes, il y a deux structures qui travaillent. Au niveau administratif, aujourd'hui, je suis bien content qu'ils disent qu'on nomme des responsables qui sont de l'IPC et puis parfois, il n'a donné qu'un exemple qu'on décagnotte. Cela veut dire que quand même, les responsables ne sont pas nécessairement tous du MPP, ni de la majorité, qu'il y a des gens de l'opposition. C'est pour vous dire aussi que nous devons clarifier ça au niveau politique au Burkina Faso.
un pouvoir doit s'assumer. Si nous prenons les Américains, quand le président américain est élu, il vient avec son administration et il installe ses hommes aux positions stratégiques. Au Burkina, nous avons décidé de faire de l'inclusion en gérant avec tout le monde. Donc le résultat de l'État est un résultat collectif. Par contre, on peut attribuer des succès ou des échecs aux partis au pouvoir, mais le fonctionnement de l'État est un fonctionnement collectif. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire la part des choses. Maintenant, au niveau des sanctions judiciaires, revenons sur l'ASE. Déjà, son existence est une victoire. Ensuite, ses pouvoirs ont été approfondis, son budget a été augmenté. Donc, la LCE est beaucoup plus à même de gérer certains dossiers et peut même rester directement en justice. Si nous prenons le système judiciaire, sous la transition, on a consacré l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, les juges, c'est à eux de se saisir ou de juger avec diligence les dossiers en leur possession. L'État, par le fait du prince sous la transition après, a ouvert certains dossiers et les a mis sur le plateau. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre la justice avec le pouvoir exécutif. Et c'est cette confusion que chacun entretient, notamment nos adversaires de l'opposition, qui veulent faire croire que s'il n'y a pas de justice au Burkina, c'est lié au président Roch Marc Christian Kaboré ou c'est lié au MPP. Alors que c'est deux choses complètement différentes. Alors, si nous voulons une justice indépendante, il faut éviter de faire interférer l'exécutif dans le fonctionnement judiciaire. Ce que vous dites, c'est que les instruments qui devraient contrôler la bonne gouvernance au Burkina Faso ont été renforcés du point de vue indépendance, du point de vue financier. Mais est-ce que, et là je vous pose la question au Konombo, est-ce qu'il y a eu de l'exemplarité au sommet de l'État? Parce que c'est cela, les populations de base, c'est ce que les populations de base regardent. Est-ce qu'aujourd'hui le Burkinabé qui est à Bilanga, à Thiou, est-ce qu'il a l'impression que du point de vue bonne gouvernance, il y a l'exemplarité au sommet de l'État? Bon, ça on peut nuancer comme ce que vous venez de dire. Mais pour les gens, fait que l'honorable Zerbo l'a dit, parce que si on appliquait même les rapports de l'ASE, on sanctionnait, peut-être même que le niveau de la corruption allait baisser. Ça, c'est clair. Donc, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de sanctions? Non, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de fermeté là-dessus. Là, je suis d'accord parce qu'il faut qu'on sanctionne au moins pour qu'on essaie de déposer des rapports si les rapports ne sont pas, comment on appelle, utilisés. Voilà, donc pour revenir à ce que vous dites, oui, mais c'est vrai qu'au sommet, comme vous l'avez dit, il y a un changement parce qu'il y a le devoir de redevabilité. Le devoir de redevabilité, c'est à eux maintenant de prouver, parce que nous avons vu que le train de vie de l'État a baissé, mais est-ce que les gens perçoivent ça directement? La question reste posée. Parce que quand ils posent, avant, on a regardé, on a dit que les ministres avaient 3 millions de communication, de bons de communication. Maintenant, ils sont à 500 000 ou à 600 000. C'est un paquet là, mais il faut communiquer pour que les gens comprennent. Bon, nous avons vu beaucoup de choses passer, mais est-ce que ça communique pour que les gens comprennent? Non. Vous avez parlé des sanctions, et là je vais donner la parole à David Moyenga. Est-ce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, les personnes qui sont soupçonnées, ou les cas de soupçons de mauvaise gouvernance, de gabegie, de détournement des fonds sont sanctionnés de manière exemplaire pour que le peuple puisse voir ce qui se passe? Bien sûr que non. Pas de sanctions ni pour l'exemple, je vais dire peut-être judiciaire ou administrative, ni de sanctions même morales et d'éthique. Parce que c'est tout ça le problème. Hein? Dans l'affaire Charbon-Fin, j'ai pris beaucoup d'exemples. On n'a pas besoin d'attendre que la justice vienne prendre les auteurs soupçonnés ou les premiers responsables du département de la mine, pour pouvoir maintenant dire que maintenant ils doivent se décharger. Pour vous, c'est quoi? Le ministre des Mines devait démissionner ou on devait le sortir du gouvernement en attendant que l'enquête aille jusqu'au bout? Mais c'est l'éthique gouvernementale. Monsieur, il est accablé dans la presse par un journaliste qui a fait les pieds et les mains pour sortir les preuves. Je crois que quand même, il a fait un travail. À partir de cet instant, dans un gouvernement, il doit y avoir une réaction, soit du ministre lui-même individuellement, ou bien il a des responsables. Il y a un premier ministre et au-delà. Donc, il faut prendre ça, c'est pour protéger même d'abord le gouvernement d'un point de vue moral. Sinon, on se demanderait, est-ce que tout le monde
est coupable ou entretient cette affaire. Le peuple est en droit de se demander. C'est ça l'éthique gouvernementale. Donc pour moi, même les sanctions les sanctions au plan éthique ou moral même ne sont pas appliquées, alors qu'il le faut. Mais laissez-moi vous dire quelque chose un peu sur cette gouvernance vertueuse-là. Mais je pense que c'est le point le plus vraiment scandaleux. Il y a tellement de scandales que si je vais citer, je peux vous citer environ une vingtaine de scandales. Citez quelques-uns seulement. Non, je peux partir. Il y a eu l'affaire Saron Pioncha, je passe. Mais il y a eu l'affaire des deals d'audience à la présidence. Il n'y a pas eu de réaction. Des histoires de port d'armes, il n'y a pas eu de réaction. Il y a tellement de choses comme ça qui peuvent s'aligner, qu'on peut prendre comme exemple. Actuellement, il y a des ministres, par exemple, qui sont sous examen, notamment par l'appel de la SE, là, par rapport à des affaires d'investissement assez colossales. C'est des affaires qui sont là. Ça n'a pas abouti, nous n'avons pas vu de sanctions. Même si on a évalué, mais on a vu que c'était scandaleux. Quel ministre est sous examen? Ça, c'est une affirmation grave. Quel ministre est sous examen? Mais j'ai dit... Quel ministre? L'ASE... Il y a deux ministres. Vous posez la question, vous posez la question directement. Je vais vous les citer. Mais vous avez des ministres et vous ne les connaissez pas. Le ministre, par exemple, des infrastructures. Attendez, je viens. J'ai dit, le ministre des infrastructures, là, sur des investissements. J'ai dit sur des investissements, il y a quand même des problèmes. La CE a demandé des explications à ces ministres-là sur des investissements, des réalisations qu'ils ont fait par rapport à ce qu'ils ont déclaré comme bien. Ce sont vos ministres, non? Oui ou non? Le français a un sens. Non, attendez. Un ministre sous examen, il y a une implication judiciaire. Mais aucun ministre n'est sous examen. Vous savez, l'ASE, là, vous venez de dire que l'ASE a eu, j'allais dire, des prérogatives beaucoup plus importantes. Et l'ASE joue le rôle d'OPJ et a la possibilité de poursuivre. Les rapports de l'ASE, ce sont des rapports d'enquête qui transmettent au procureur à l'obligation de poursuite. Nous sommes déjà dans une procédure judiciaire. C'est clair. Ben, maintenant, votre débat, c'est quoi? Mais je ne comprends là, plus rien. Attendez, je termine. C'est pas la procédure. Non, je termine. Pour quel ministre? Attendez, si on va aller dans un juridisme, on va rentrer. Mais ce que je viens d'expliquer... Vous faites des affirmations qui sont très graves et qui sont fausses. Je viens de vous expliquer que déjà, c'est déjà une procédure judiciaire, puisqu'on leur demande de montrer la preuve sur la base de déclarations qui ne sont pas en conformité. Et qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas prévu ces preuves? Non, ils n'ont pas encore... Vous n'en savez rien. Ils n'ont pas prévu, puisqu'il y a eu une évaluation aujourd'hui des investissements là. Et dans l'explication... Non, attendez, j'ai fini. Non, vous n'avez pas fini parce que nous, Brassard Noir, nous avons approché ces ministres. Permettez-moi. Non. Moi, je ne parle pas de vous. Je parle de l'ASE qui est en train de faire une procédure que nous sommes en train de suivre. Monsieur n'a pas terminé. Je termine là-dessus. Il va terminer, vous allez revenir, vous allez vous défendre après. Il va terminer. Allez-y, terminez. Des exemples non seulement continuez, sur les investissements, mais même sur le ministre même des infrastructures et celui qui s'occupe des questions routières là. C'est le même problème. C'est le même problème qui a été demandé. Non, ce dossier-là, maintenant, s'il vous plaît, sur la question de la gouvernance vertueuse, c'est des exemples que je prenais, mais on va quand même aller au fond. Au-delà de cela, j'ai dit, depuis que ce pouvoir est venu, nous avons vu la prolifération d'institutions à la limite qui sont budgétivores et qui pèsent sur le budget de l'État. Et on peut en citer. Le premier, c'est quand même le poste de haut représentant qui a été silencieusement en fait gommé. Et jusque-là, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, est-ce que ça a été supprimé de façon, j'allais dire, dans les textes, ou est-ce que ça existe parce qu'aucun bilan n'a été fait, on le sait. Tout le monde l'a critiqué. Au-delà de ça, il y a le Haut Conseil pour le dialogue social. Bon, il a les mêmes prérogatives que pratiquement médiateur du façon et autres institutions. Il y a eu beaucoup d'institutions qui sont nées, qui pèsent sur le budget, alors que la vision de la gouvernance vertueuse veut qu'on réduise le nombre d'institutions farfelues qui pèsent sur le budget de l'État. Et il n'y a pas que cela. Il y a même le fait que, en plus de tout ça, j'ajouterais que... Non, il y a des institutions, en réalité, qui pèsent sur le premier gouvernement, le gouvernement qui est arrivé, le gouvernement d'Abiré en arrivant au premier conseil de ministres. Ils ont déclaré sur les questions générales qu'ils allaient mettre en place une commission pour réfléchir sur la réduction du train de vie de l'État. Bon. Non, attendez, j'ai pas oublié, hein, mais jusque-là. Jusque-là. Non, vous voulez des exemples, non. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la gouvernance vertueuse. Vous allez avoir la parole, ne vous inquiétez pas. La gouvernance vertueuse, ça ne dit pas. C'est ça la gouvernance vertueuse. Quand on dit qu'on va faire une commission
pour pouvoir réfléchir sur la réduction du train de vie de l'État à son arrivée que jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on ne voit pas la commission, il n'y a pas de résultat. C'est quand est-ce qu'on va faire ce bilan-là? C'est pour vous dire que, vous savez, aujourd'hui, je pense que cette équipe n'est pas en adéquation avec les questions de gouvernance vertueuse. C'est la conclusion qu'on peut déjà tirer. Boukari Konombo. Voilà, bon, pour réagir à ce que M. Moyenga disait, par rapport à nous, notre organisation a approché les ministres dont il a cité. Quand il dit qu'il n'a qu'à produire. Quel ministre? Le ministre des Infrastructures, notamment, Éric Bougma. Oui, et puis, voilà, donc, notamment que nous avons approché pour comprendre par rapport à l'affaire qu'il parle. Mais, nous savons, nous pouvons vous affirmer que le ministre a... Vous avez rendu public là, c'est les discussions de ces approches. Attendez qu'il finisse. Vous l'avez publié où? Attendez qu'il finisse. C'est une question pour comprendre. Moi, je ne l'ai pas publié. Moi, je fais ça pour notre organisation. Allez-y. Ça, c'est entre vous. Non. Mais moi, je suis l'ASE. Hein. Non, mais va à l'ASE. Parce que l'ASE, c'est une institution. Va à l'ASE. Est-ce que tu as demandé l'ASE a déjà publié. On a les résultats de l'ASE. Non. Va à l'ASE demander, voici, il n'a pas donné. On a les résultats de l'ASE. Attendez qu'il termine. Comme ça, vous avez pris un peu tout à l'heure. Attendez qu'il termine. Allez-y, c'est terminé. Institution farfelue. Oui, vous utilisez des termes budgétaires. Attendez d'abord. Qu'est-ce que le ministre des Infrastructures vous a dit? Non, le ministre des Infrastructures, nous avons demandé, comme il a dit là, l'ASE a demandé une correspondance, il a adressé la correspondance à l'ASE, sous pli fermé. Il nous a rassuré que tout ce que l'ASE a demandé, il a donné. Mais nous, ça nous a rassuré, mais comme il a dit, il faut maintenant que l'ASE publie ce que le ministre a donné. Mais celui vient dire que ça n'a jamais été fait. Bon. Est-ce qu'il a rencontré le ministre? Ce qui a été dit. Est-ce que vous excusez-moi, est-ce que lui, vous permettrez que je réagisse. Bon, parce que moi, je suis un peu confus. Oui. Parce qu'on a le sentiment, je crois savoir, le Brassard Noir, c'est une organisation de la société civile qui est née après au CEFOP en son temps, suite à l'assassinat de Nébier, qui était là censé défendre ce dernier. Mais aujourd'hui, je suis vraiment, vous m'excusez, Konombo, j'ai le sentiment que cette OSC est devenue, je ne sais pas, à la limite qui défend le pouvoir en place. Parce que si je vous suis un peu, une OSC n'a pas vocation à soutenir un parti politique. C'est le sentiment que j'ai, mais vous me laissez, je l'exprime. Ça, c'est un. Oui. Et je pense aussi que si cette OSC a été créée en son temps pour défendre l'assassinat, pour chercher la lumière, il y a eu beaucoup d'autres morts. Je souhaiterais que votre brassard noir puisse s'intéresser à tous ceux qui sont partis dans des conditions. Je reviens de gouvernance vertueuse. Voilà, on parle c'était juste une parenthèse. Juste pour revenir maintenant, vous dire, lorsqu'on parle de la gouvernance vertueuse, il a évoqué ces sujets-là. C'est par voie de presse que nous l'avons appris. L'ASC LCE a rendu public quelque chose. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça c'est une information. Vous avez dit ici que vous avez été convaincu. Est-ce que vous demandez au peuple burkinabé qui a eu connaissance de cette information-là est convaincu? Vous dites que le ministre, c'est à huis clos, vous avez eu cette rencontre. Mais comme le demande David Moyenga, est-ce que ce que vous avez eu comme retour a été rendu public? Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'ASE-LC publie quelque chose pour dire que X a produit les preuves de sa non-culpabilité dans un dossier, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons sur ce sujet, je vais vous donner la parole. Voilà. Il pense que sur ce sujet, il faut aussi mettre devant la présomption d'innocence et que l'affaire suit son cours. On ne peut donc pas dire que le ministre est coupable ou pas. Voilà. Alors, allez-y. Donc, c'était exactement dans le sens que je voulais intervenir pour dire que il y a un processus qui est là. L'ASE fait son travail, l'ASE communique. L'ASE dit, j'ai saisi tel ministre. C'est à l'ASE de dire, tel ministre a répondu, et voici la suite. Ou j'ai saisi tel ministre qui a refusé de répondre. C'est clair. Mais ce n'est pas à nous de venir nous asseoir, affirmer de façon péremptoire que tel ministre n'a pas fait telle ou telle affaire. Ça, c'est le premier aspect. Il a suffisamment parlé, s'il vous plaît. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. C'est de dire, je suis choqué quand on traite d'institutions de farfelus. Franchement, nous sommes des Burkinabés. Je pense que nous devons nous respecter et respecter nos institutions. Aujourd'hui, tout le monde parle de réconciliation. On ne veut pas entendre parler de dialogue. Il y a des pays où
le dialogue social est une institution. Si nous prenons l'exemple du Danemark, le Danemark a construit tout son socle social, tout son fonctionnement sur le dialogue social. Les syndicats et l'État discutent permanemment sur comment répartir la richesse nationale et comment l'utiliser. Et c'est là cela est fait chez nous ici? Mais justement, est-ce que c'est le cas? Attendez, je ne vous interromps pas. Non. Si tu poses une question, non. Oui. Non, c'est juste une question pour orienter dans ton développement. Il a été dit ici qu'on a assisté à une prolifération. C'est un terme péjoratif d'institution. Oui. Il y a par rapport à une vision de départ qui était de réduire le nombre d'institutions afin de réduire la pression de ces institutions. Attendez qu'il finisse son raisonnement. Allez-y. À un besoin social. Le dialogue social est plus que jamais nécessaire au Burkina Faso. Si nous voulons nous en sortir, par rapport, si nous prenons le cas des salaires, aujourd'hui, on est en train de frôler les 9 000 milliards de salaires sur un budget de 2200 et quelques milliards. Le Burkina va aller à la banqueroute si nous n'allons pas au dialogue social fécond pour faire face à cette situation. C'est une réalité. Il faut régler ça. Et cela passe par le dialogue social. La réconciliation nationale. C'est une réconciliation. Non, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Monsieur Bakiono, on va recentrer le débat. Ce que David Moyenga pointe du doigt, c'est cette impression d'impunité sur certaines grandes affaires qui ont touché le sommet de l'État ou des grandes personnalités de ce pays. C'est de cela qu'il est question. Voilà, est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi ou est-ce que Moyenga dit des choses qui ne sont pas vraies? Je pense qu'il y a des choses qui ont été dites ici. Il y a des choses qui ont été dites ici. Et d'aucuns ont réclamé la fermeté, d'aucuns ont réclamé la sanction. Je dis au début de mon propos qu'il y a deux types de sanctions. Il y a le niveau judiciaire et il y a le niveau administratif. Donc, et j'ai fait la part des choses. Maintenant, en ce qui concerne la justice, nous n'allons pas venir nous asseoir ici pour faire le jugement de la justice. Mais j'ai dit, l'appareil judiciaire est indépendant, les juges sont indépendants, on a consacré l'indépendance de la justice. C'est à la justice de faire son travail. Et qu'il ne faut pas confondre la justice et le pouvoir en place, le pouvoir exécutif. C'est ça la nuance. Donc s'il y a des problèmes, il y a des dossiers qui sont pendant en justice, nous ne commentons pas. Moyenga voulait poser une question. Nous ne commentons pas le processus judiciaire. Moyenga veut poser une question. Dès que la justice s'est saisie d'un dossier, nous avons le devoir de réserve. C'est pour ça que je ne rentre pas. C'est pour ça que lié à ce que je représente ici, nous ne rentrons pas dans les questions où la justice s'en est saisie. D'accord. Voici la position de réserve. Donc ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de réserve. On va évoluer, allez-y. Tous les sujets de la République, les citoyens, les organisations ont le droit de faire une lecture, une appréciation là-dessus, même si elle n'a pas, en fait, valeur de justice. Mais les gens peuvent faire une analyse dessus. Ne faites pas comme s'il y a des questions qui sont tabous, sur lesquels on ne peut pas discuter. Maintenant, je reviens. Quand j'utilisais le terme, vous connaissez le rôle et la mission du poste de haut représentant, si vous pouvez nous le dire ici ce soir, en tant qu'institution. La question est posée à qui? À lui. Il disait que tout de suite... à M. Bakiono. Est-ce que vous avez vu les décrets de création de cette institution? Vous l'avez, non? Vous connaissez? C'est vous qui l'avez qualifié d'institution. Mais donnez-moi la mission. On n'est pas dans un cours de sémantique. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'une institution. Une institution est reconnue dans la Constitution. Autrement dit, ce que je vais vous dire... Attendez, vous avez posé une question, il répond. Répondez. Une institution est reconnue dans la Constitution. Ouais. Une autorité est créée par décret. Vous comprenez? Le poste de haut représentant a été créé par un besoin exprimé du chef de l'État pour se faire accompagner dans sa fonction. C'est clair, c'est dans ses prérogatives, il l'a fait. C'est clair là. Quand il a jugé. Alors, je vais vous poser une question concrète parce que je voulais qu'on soit surtout beaucoup concret ce soir. Il a parlé de l'affaire Charbon-Fin qui implique le ministère des Mines et plusieurs hauts fonctionnaires de ce ministère. Oui. Aujourd'hui, il a parlé de gouvernance, d'éthique. Oui. Pourquoi est-ce que, par exemple, c'est ce qu'il a relevé, le ministre des Mines ne démissionne pas pour que cette affaire soit réglée ou s'il ne démissionne pas,
pourquoi est-ce que le chef de l'État ne le sort pas du gouvernement pour que l'affaire suive son cours? C'est une question concrète. Voilà, la première des appréciations, vous-même, vous avez évoqué ici la question de présomption d'innocence. Tout à fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, la procédure judiciaire. Si c'est la procédure judiciaire, avant que le ministre soit traduit devant les tribunaux, il y a et il faut être entendu par au niveau du Parlement, qui va, en tout cas, gérer cette question. C'est la procédure judiciaire. Et la non-judiciaire. Maintenant, la non-judiciaire, voilà. Il faudrait qu'au niveau du gouvernement, où le chef de l'État ait suffisamment de preuves qu'il juge grave pour limoger son ministre. Ça, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Nous ne savons pas quelles sont les informations dont le président a à sa disposition ou le Premier ministre pour limoger les ministres. C'est clair. Maintenant, si d'aventure ils ont ça, ou c'est au ministre de tirer les conséquences, si jamais il se sent coupable, et c'est là vous invoquez l'éthique ou la déontologie ou la conscience, ça c'est au ministre de s'assumer. Mais pour le limoger, il faudrait que le président et son Premier ministre aient des éléments suffisamment à l'aide pour procéder à ça. Attendez qu'il finisse. Et c'est là aussi, c'est à leur discrétion au moment où ils le voudront. Mais là, j'ai un élément. Zerbo Moussa. Il y a un élément. Attends, moi, je voudrais juste rebondir sur un élément intéressant pour moi. Il a pris l'exemple danois. C'est ça? Oui. Où le dialogue même est institué. Nous avons eu l'occasion de travailler avec ces gens. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement chez nous au Burkina? Est-ce que nous avons mis en avant le dialogue? Si le dialogue avait été priorisé, je pense que tout ce que nous vivons, ça allait un peu amoindrir. Ça, c'est un. Un dialogue qui devrait même être institutionnalisé, c'était le dialogue entre l'opposition politique et la majorité. Vous avez vu, face à des crises, à des problèmes qui minent notre société, je pense que le gouvernement devrait prendre langue avec l'opposition politique. Si ça a été fait dans le cadre du dialogue politique, ça a été fait tout récemment dans le cadre du dialogue politique. Non, vous me laissez. On va évoluer. On va évoluer. On va évoluer. Existe. Non, le dialogue politique. Le dialogue politique. Je dis contre le dialogue. La question de la sécurité. La question de la sécurité, s'il vous plaît. On va évoluer. Il faut que je précise. On va évoluer. Le temps nous passe. On va évoluer. On a d'autres thèmes. Parce que là, vous n'êtes pas... Une phrase pour dire que au niveau de l'éthique, du moment où il y a eu d'abord des réuniements de l'affaire au niveau du ministère et que le procureur général décide d'instruire l'affaire en justice en disant qu'il y a eu fraude, je crois que c'est suffisamment, c'est des éléments assez suffisants. A-t-il accusé le ministre? D'abord la question de la... A-t-il accusé le ministre? Mais il a dit qu'il y a eu fraude. Alors qu'au départ, on disait qu'il n'y a jamais eu fraude. Je dis c'est une question de procédure. Le procureur, il charge. Vous comprenez bien ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que vous avez dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Et même si vous voulez, je vous prends un exemple. En 2015, il y a eu une commission d'enquête sur la fraude. En 2015, il y a eu une commission d'enquête. Il y a eu une commission d'enquête sur la fraude fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés qui ont incriminé autour de 129 milliards. Et lorsque le rapport est sorti, le délai a été donné par le CNT à l'époque. Le collègue qui est là, il le sait. Mais à ceux qui étaient directement incriminés de payer. En 2 semaines, c'est ça la sanction et le fait qu'il y a eu une décision. Mais en 2 semaines, il y a eu un remboursement au niveau du Trésor de plus de 4 milliards en 2 semaines de remboursement. Sur 100 combien? Sur 129 milliards et ça devait se poursuivre. Oui, mais c'est important. Oui. Aujourd'hui, ça ne rentre même pas. Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence. Et enfin, d'accord, on va évoluer. On va évoluer. Sur ce domaine de la bonne gouvernance. Moi, je pense que vous avez bien compris qu'en fait, du moment où l'affaire a glissé au niveau même judiciaire jusqu'à ce point, du fait que dans un département ministériel, une affaire monte jusqu'à ce point, ne serait-ce que de façon morale et ailleurs, vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise que vous devez démissionner.
mais ça demande que vous ayez un esprit d'une certaine gouvernance vertueuse. Le sentiment général, qui se dégage, c'est peut-être cela, l'impunité au sommet de l'État, où chaque année ou régulièrement, il y a des choses qui sont révélées, mais on a l'impression que personne n'est poursuivi et que personne n'est condamné. C'est le sentiment général, peut-être au sein de la population, il n'y a pas de sondage, de statistiques là-dessus, mais je dis peut-être, c'est le sentiment général et on n'a pas encore vu... Sur le foncier, les mines, les enquêtes... Alors, on va poursuivre pour parler de sécurité maintenant, la situation sécuritaire. Le Burkina Faso post-insurrectionnel, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Député Bakiono. Oui, nous sommes victimes d'une guerre qui nous a été imposée. Et le Burkina Faso n'a jamais souhaité être dans cette situation d'insécurité liée au terrorisme que nous vivons actuellement. Nous ne parlons plus de menaces terroristes, nous sommes en plein victimes du terrorisme. Et face à cette situation, le peuple doit s'organiser, le Burkina Faso doit s'organiser. Il faut dire que nous venons de loin. La réponse n'est certes pas à la hauteur des attentes du peuple burkinabé, mais il faut repartir dans l'histoire, repartir dans notre passé récent, pour voir aujourd'hui à quel niveau nous sommes. D'emblée. Vous allez continuer. Une question concrète. Oui. Que répondez-vous à tous ces Burkinabés-là qui estiment qu'avant l'insurrection populaire, le Burkina Faso était plus en sécurité qu'après l'insurrection populaire? Ça, c'est une question concrète, par exemple. Je vais être honnête avec vous. Nous avons aujourd'hui parlé de réconciliation. On dit de gérer en inclusion. On dit de ne plus faire de la chasse aux sorcières. Honnêtement, si je dois vous parler, je serai obligé d'incriminer. Vous pouvez parler honnêtement. Je vous laisse continuer. Voilà. Vous êtes en face des Burkinabés, vous êtes en direct, vous êtes membre du bureau exécutif du MPP, vous êtes aussi député, donc vous avez le devoir de parler honnêtement. Oui, allez-y, parlez honnêtement. Voilà. C'est parce que nous n'allons pas pouvoir terminer tout le débat. Parce que quand on ouvre la boîte au Pandore, il faut pouvoir la refermer. Je suis là pour diriger ce débat-là. Vous savez aller, je sais comment l'encadrer. Notre armée burkinabé et notre système de défense et de sécurité est le fruit de son histoire. Et donc, le fruit aussi de sa gouvernance, le fruit de son organisation. Et comme on dit, on ne lève pas son chien le jour de la chasse. On le dresse, on le forme, on l'entraîne pour que dès que le jour il doit agir, son chien agit. C'est la même image que j'utilise pour notre armée. Il y a 27 ans, et même dans un passé très récent, nous nous sommes rendus compte que notre armée était désarmée. Les armes étaient stockées à Kosiam, les percuteurs étaient enlevés, nous n'avons pas d'armes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ceux aussi qui nous agressent aujourd'hui nous écoutent. Donc nous n'allons pas faire le diagnostic ici de notre système de défense et de sécurité. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, il y a une réponse. La réponse, elle est d'abord institutionnelle. Nous avons voté une loi de programmation militaire pour garantir un certain nombre de moyens à nos forces de défense et de sécurité. Nous avons veillé à ce que le budget de l'armée et de la sécurité ne soit pas régulé, qu'il soit maintenu à des niveaux acceptables. Nous avons veillé à revoir le statut de la police. Nous avons revu les conditions d'avancement dans l'armée. Nous avons voté une loi qui encadre le renseignement au Burkina Faso. Tout ça, ce sont des avancées, que ce soit au niveau de la défense, de la sécurité. Donc, nous faisons de notre mieux pour que les hommes qui se battent chaque jour pour nous puissent apporter la réponse. Mais on ne peut pas avoir une réponse et des résultats le plus rapidement possible. C'est notre souhait, mais il faut se dire que la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. David Moyenga, est-ce que vous entendez les arguments du député Bakiono quand il parle de contexte sécuritaire assez différent de l'avant-insurrection? Ah oui, très différent parce que quand on prend seulement le bilan du nombre de morts, et même les déplacés, qui posent un problème humanitaire dont il faut apporter une réponse adéquate. Et au-delà de ça, on a également
des parties du territoire où les fonctionnements de l'État, l'école et tout ce qu'il y a, c'est menacé, c'est les rapports, tout est cité, ça montre quand même qu'on est dans une situation grave et on atteint même des relents aujourd'hui de conflits même au niveau communautaire et voire même qui menacent les fondements de l'État. Alors, quand on fait ce bilan, je pense quand même qu'on est dans une situation assez critique. Et là maintenant, c'est vrai, il y a des questions immédiates qui peuvent se poser. Qu'est-ce qu'on fait pour anéantir, pour arrêter, pour stopper? C'est là, je dis, des forces de défense et de sécurité se battent sur le terrain, il faut le reconnaître, avec tous les risques. Eux et leurs familles, ils en souffrent. Le peuple burkinabé en souffre. Mais n'en demeure moins, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que c'est une question sécuritaire que ça exclut le contrôle. Il y a quand même des questions qui se posent sur quand même les équipements aujourd'hui de notre armée. Des questions qui se posent sur la formation des éléments. Parce que ce n'est pas une situation égale. Et là, ceux qui sont là, il va falloir répondre à cela. Mais au-delà même de ça, il y a la question de la transparence même, de la gestion au sein de l'armée. Il y a également le contrôleur général quand même qui a fait une sortie assez, j'allais dire, je pense assez quand même suffisamment dure sur la gestion même je vais dire, la gestion du budget au niveau de l'armée, notamment les commandes, où il estime qu'il y a des problèmes, il y a des commandes qui ne sont pas en adéquation avec la situation de besoin sur le terrain. Donc, c'est dit, il va falloir contrôler tout ça. Mais en un moment, je pense que depuis le début, tout le monde savait qu'après la crise de 2011, où il y avait eu ce qu'on appelle la crise au sein de l'armée, qui posait le problème d'abord de la hiérarchie, des valeurs, de la question même de l'affairisme au sein de l'armée, ou de ce qu'on appelle... il y en a qui rançonnaient l'armée à travers des missions. Tout ça, c'était des crises qui étaient posées. À l'insurrection, ça s'est encore traduit par une fracture entre des fractions. Ça veut dire que la question immédiate qui se posait, c'était la réforme et la reconstruction de notre armée. Et je sais que ces débats ont commencé dans la commission de la réconciliation nationale sur la transition, dans presque toutes les structures de réflexion. Immédiatement, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on a commencé en 2016 la reconstruction? Est-ce qu'on a pris la mesure de la question sécuritaire? Et c'est tout ça aussi qui nous rattrape. Et je pense que, dernièrement, c'est ce qu'on dit comme piste, mais j'ai bien peur. Il faudrait peut-être rappeler qu'après l'élection de Roch-Marc Christie en Kaboré, le premier attentat de Grande Envergure est intervenu avant même que les ministres ne prêtent serment. Peut-être qu'il a été pris de court. Tout à fait. Voilà. Ça, il faut le reconnaître, c'est une situation difficile de gestion. On ne va pas vous accuser pour ça, mais toujours est-il que ça nous demande un effort en termes encore de conception et de la prise de la question. Ça, au moins, je pense que il faut l'accepter. Boukari Konombo, oui. L'avant et l'après-insurrection sur le plan sécuritaire, votre analyse? Non, sur le plan sécuritaire, l'avant et l'après-insurrection, il n'y a pas à comparer. Comme le député l'a dit, les gens étaient plus en sécurité avant l'insurrection. Mais il faut que je pose la question, pourquoi maintenant on est en insécurité et qu'est-ce qu'il faut faire? La question reste posée. C'est comme Moyenga l'a dit, il faut le construire. Nous avons besoin de reconstruire notre armée. Mon voisin l'a dit, on n'avait pas d'armée. C'est vrai qu'on ne peut pas tout parler, nous ne sommes pas des spécialistes militaires, on ne peut pas parler aussi sur le plateau, comme on dit, nos ennemis aussi nous écoutent. Mais nous vivons dans ce pays que tout était concentré au respect. Il n'y avait rien. Les autres garnisons n'avaient rien. Mais ce que nous demandons, ce que nous avons compris, il faut mettre les personnes à la place qu'il faut. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que nous avons vu la résistance au coup d'État, il y a des jeunes militaires, des jeunes officiers qui ont sauvé ce peuple. Ces jeunes officiers sont là. Mais mettez-les dans les postes de commandement, dans les postes de responsabilité. Ils vont sauver le Burkina Faso, comme ils l'ont fait en 2000 contre le coup d'État. Donc nous pensons que, quel que soit, et nous disons aussi, il faut la participation de tout le monde. Oui, Thomas Sankara nous a dit, quelle que soit la volonté d'un peuple, laisser la sécurité au seul des FDS, ce n'est pas possible. Quelle que soit leur bonne volonté, ils ne peuvent pas. Il faut que les populations s'engagent, se mettent ensemble pour que, ensemble, nous sécurisons notre pays. Donc nous disons que c'est vraiment un problème qui est là et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ensemble. Et pour les gens, ce que l'honorable a dit, parce que par rapport au dialogue politique, mais tout ça, nous avons suivi la dernière fois le dialogue politique, majorité-opposition. Mais ils ne parlent même pas de ça. Ça veut dire que la souffrance même du peuple burkinabé ne préoccupe pas ni la majorité, ni l'opposition.
Non, je suis désolé, parce que quand on parle, mais Moyenga a parlé, nous on a fait le tour, comment on appelle, pour pouvoir les déplacer. Mais quand tu arrives là-bas, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas voir ça, et puis de venir tout de suite, entre vous, dire que quel que soit Alpha, allons-y aux élections en 2020. Non, les gens ont laissé leur village, ils ont fui, parce qu'ils sont en insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez aller faire campagne là-bas, monsieur le député? Pourquoi vous n'allez pas tenir vos réunions de CEFOP, des réunions de conseil de ministres dans ces zones dangereuses? Non, moi je pense qu'il faut respecter le peuple burkinabé qui vous a choisi. Respectez les gens et nous allons aller. Les élections en 2020, ce n'est pas une priorité pour le peuple burkinabé. Faites le tour, vous allez voir. Les gens sont dans la misère. Ça, c'est un autre sujet. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. C'est un autre sujet. Nous allons évoluer. C'est bon, Moussa. Vous allez rebondir. On va évoluer. Le temps est en train de partir. On va parler de santé. Je ne suis pas prononcé sur la sécurité. Oui. Vous allez. Allez-y. Voilà. Quelques secondes. Quelques secondes. La sécurité avant insurrection et après insurrection. Tout le monde s'est exprimé. Vous me permettez. Allez-y. D'accord. Donc, par rapport à ça, c'est le jour et la nuit. Nous pourrons dire que le Burkina Faso n'est jamais tombé à un niveau aussi bas en matière de sécurité que ce que nous connaissons 5 ans après l'insurrection. La première attaque, vous vous rappelez, c'était déjà en 2015, moi je vous rappelle, c'était l'attaque de Samorogan. Avant l'attaque de janvier, il y a eu l'attaque de Samorogan d'abord. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Nous nous disons, c'est comme un fils qui est face à son père. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il veut être en sécurité. Et sa sécurité lui incombe. Mais dans ce cas de figure, la sécurité nous incombe tous. On est tous unanimes. Et là, moi, je voudrais attirer l'attention lorsque nous parlons. Rendons hommage à ces FDS qui se battent jour et nuit pour assurer notre sécurité. Sinon, avec ce qui se passe, je pense que l'armée aurait disparu. Je suis très content qu'on dise que durant 27 ans, mais je dis très souvent, si nous nous disons ça, nous sommes plus à l'aise de le dire. Mais je pense que ces 27 années aussi sont à l'actif de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Quand on nous dit que des armes étaient stockées ou il n'y avait pas de détonateurs, mais qui était derrière tout ça? Je pense savoir que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui étaient aux affaires. Il y avait des présidents de l'Assemblée, des ministres d'État. Tout ça, ça a été fait durant ces 27 ans-là avec les mêmes personnes. Avec toi aussi. Moi, je n'étais pas dedans. Tu es un gouvernant. Je suis un gouvernant. Tu es un gouvernant. Non, 27 ans. L'opposition, tu es un gouvernant. 27 ans, les 27 ans, je n'étais pas dedans. Zéphirin Diabré, ton leader, était membre du gouvernement aussi. Voilà, donc vous êtes tous responsables. Il n'a pas cheminé avec vous. Donc, je voudrais rebondir sur, nuancer un peu les propos de Colombo, parce qu'il ne faut pas induire la population en erreur. Parce que ce que vous avez dit tout de suite est suffisamment grave. J'ai dit pourquoi le dialogue politique qui a eu lieu. D'abord, le gouvernement a voulu, pour la première fois, prendre langue avec l'opposition. C'était pour venir parler d'élections. Et c'est l'opposition politique qui a dit non. On ne peut pas avoir une situation sécuritaire chaotique avec tant d'éléments. Et nous, on va aller s'asseoir à Kosiam pour dire qu'on est venu débattre de questions d'élection. L'élection n'est pas une priorité pour les peuples. J'arrive. Les documents. Non, pas du tout. Zéphirin Diabré vient de déclarer, de menacer avec le cas de concertation qu'il faut des élections coûte que coûte, vaille que vaille. Dans cette semaine du dialogue politique. Aujourd'hui, c'est clair. C'est clair, c'est net. Non. Attendez qu'il finisse. Ne mélangeons pas. Attendez qu'il finisse son raisonnement. Il finit son raisonnement. On ne mélange pas. Il a parlé de dialogue politique. Moi, je parle... Non. Attendez qu'il finisse. Ça, tu as confondu. C'est ce que tu as dit tout de suite. Nous, on s'est retrouvés lors du dialogue politique. L'appel du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'était pour parler des élections de 2020. L'opposition politique a dit il n'est pas question. Nous abordons la question sécuritaire et bien d'autres éléments. Le code électoral s'est invité en ce temps. Prenez les conclusions des rapports. C'est de ça que vous avez parlé. Moi, je ne parle pas de ce que, dans le cadre de concertation, je ne parle pas de ça. On va évoluer. Oui. On va évoluer. On va parler on va évoluer. Je pense que les téléspectateurs ont compris en ce qui concerne la sécurité. Non. On va évoluer. Non, le temps est parti. On va évoluer. On va parler de santé. Zerbo Moussa, c'est moi qui ai la parole maintenant. On va évoluer et on va parler de santé. Vous savez que c'est l'actualité et c'est un thème très important pour les Burkinabés. 5 ans après l'insurrection populaire, quel est l'état du système sanitaire burkinabé? Est-ce que c'est un système satisfaisant
est-ce qu'il est devenu pire qu'avant ou est-ce qu'il y a une amélioration? Moyenga David. Bon, je pense que le secteur de la santé, les chiffres d'un point de vue de l'état de santé des populations dans ce pays, ça n'évolue pas de façon significative en tant que tel. Maintenant, ce que je peux dire, est-ce qu'il y a eu des dispositifs, des actions qui ont été menées pour faire face à ces éléments? Et là, j'ai dit, il y a eu un dispositif, par exemple, sur l'assurance maladie universelle, qui sont quand même des outils de prévention qui à mon avis, je vais vous interrompre peut-être, parce évolué. qu'on va être concret ce soir, avant d'arriver au dispositif de l'assurance maladie universelle. Par exemple, comment se fait-il que 5 ans après l'insurrection, il n'y ait dans aucun hôpital public burkinabé, un seul appareil d'IRM qui soit en bon état et qui soit fonctionnel? Comment en est-on arrivé là? Ça, c'est une question concrète. Oui, mais en fait, tout cela relève effectivement de la question de la gestion même du système de santé, aussi bien dans la vision, dans le fonctionnement, et puis bien sûr dans la prospective et la modernisation du système de santé. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque même, ce sont les investissements et une politique qui prennent en compte véritablement à la fois le volet social et le niveau de modernisation du système de santé. C'est ça qui se pose en fait aujourd'hui. Il y a une très grosse insuffisance d'investissement dans ce secteur. Et on est en train d'aller loin. Vous prenez l'hôpital et à Alagado quand vous rentrez, ça même c'est les appareils. Mais regardez même d'abord l'état même d'abord des lieux et des bâtiments. Ce n'est pas digne vraiment, c'est quand même malheureux. Les conditions de travail dans ces conditions, il est clair que ce n'est pas facile. Et s'il n'y a pas d'appareil pour appuyer le travail du personnel, il est clair que c'est en quelque sorte une menace même pour la santé et la prise en charge des populations. Ça, c'est très clair. Vous? Je voulais votre nom, Boukari Konombo, justement. Le place à noir. Vous entendez? Oui, allez, vous avez raison. Okay, Boukari Konombo. Pour ce que M. Moyenga a dit, c'est vrai, il a dépeint vraiment des conditions de vie très très difficiles. Je profite de votre micro pour saluer les agents de santé qui se donnent beaucoup de peine dans des conditions difficiles pour soigner la population. Mais en même temps, il faut dire que ce n'est pas en si peu de temps qu'il faut régler tous ces problèmes. Non. Nous disons que, comme nous avons dit, c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Et si, parlons de la santé, ils sont en grève depuis plus de 3 ou 4 mois. Mais c'est suffisamment grave. Même en temps de guerre, il y a des couloirs pour que les Croix-Rouges soignent les gens. Vous refusez de soigner les gens, sous prétexte que vous voulez des bonnes conditions de travail et de vie. Les gens meurent. Si, exceptionnellement, demain, on satisfait à vos revendications, vous pouvez ressusciter les gens qui sont morts? La réponse est non. Je pense que les différents syndicats de la santé doivent faire l'œuvre de différence. Nous avons parlé un peu, nous n'avons pas eu le temps de parler de la sécurité, mais le pays est en guerre depuis plus de 4 ans. Ailleurs, quand les grandes nations sont attaquées, les gens se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour défendre la nation. Parce que c'est la nation qui nous réunit. Si maintenant, moi je me dis que par rapport à ça, si c'est maintenant qu'il faut tirer sur l'ambulance, je pense que c'est très grave. Si pendant longtemps, dans des conditions difficiles, ils ont soigné les gens, c'est pas maintenant. Vous dites qu'ils refusent de soigner les gens? Ils refusent des gens. Quand on les entend, je dis bien quand on les entend, les agents de santé disent qu'ils refusent de remplir un certain nombre d'actes liés aux statistiques et au remplissage des papiers. Je dis bien quand on les entend. Oui, alors, on va évoluer sur la question. C'est pas une raison pour laisser mourir les gens. Je pose la question à Zerbo Moussa et à Bienvenue Ambroise Bakiono. Je ne vous pose pas cette question en tant que politicien, mais en tant que député. En 2017, l'Assemblée nationale a fait une enquête parlementaire sur le système sécuritaire, sur le système sanitaire plutôt burkinabé. Il y a eu beaucoup de griefs qui ont été dressés. Est-ce que 2 ans après, vous savez où se trouve ce rapport-là? Bon, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a créé une commission qui suit spécialement... Non, je précise la question. Oui. Est-ce que 2 ans après, les députés de l'Assemblée nationale burkinabé savent où se trouve le rapport? Ils savent exactement où se trouve le rapport. Mais il est suivi par le ministre de la Santé, puisque c'est déposé au niveau du ministère. Quand on fait une commission d'enquête, c'est assorti de recommandations. Où en sont les recommandations? Les recommandations font l'objet d'un suivi par une commission
créé à cet effet par l'Assemblée nationale qui suit pas à pas le gouvernement et qui se charge de contrôler ça. Donc c'est le dispositif que l'Assemblée nationale a mis en place pour pouvoir suivre. C'est une innovation de notre Assemblée nationale. Vous avez mis un comité de suivi. Je pose la question d'abord. Je pose la question d'abord. Voilà. Un comité de suivi a été créé d'après votre collègue. Qu'est-ce que, quand vous suivez les rapports de votre enquête parlementaire, qu'est-ce qui a été fait? Bon, il faut dire les recommandations fortes qui sont sorties dedans, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons rien vu comme manifestation concrète sur le terrain. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu l'enquête qui a relevé beaucoup d'insuffisances. Vous avez parlé tantôt de manque d'appareils. Nous avons fait tout ce constat et nous sommes revenus qu'il faille trouver un mécanisme pour pouvoir doter justement nos hôpitaux en matériel pour permettre, quand les agents de santé manifestent, quand vous les écoutez, ils vous disent « ça fait très mal de recevoir quelqu'un que vous pouvez sauver, mais par manque de matériel et de moyens, vous voyez cette personne mourir dans vos bras. Ça fait très mal. » Nous avons suivi le cas où une femme est tombée et mourir en couche parce que la table était défectueuse. C'est des exemples concrets qu'il faut prendre. Je pense que c'est au vu de tout ça qu'un certain nombre de recommandations ont été faites. Aujourd'hui, vous prenez Ouagadougou. Quelqu'un est dans un besoin, par exemple, de passer à un scanner. Où est-ce qu'on va trouver? Et prenez un peu les laboratoires dans nos formations sanitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé a accès à la santé? On me parle là tout de suite de la gratuité, des soins de 5 à combien? Je pense que tout ça, c'est bien. Reconnaissons à César ce qui est bien. La mesure a été prise, elle est bonne, elle est bien. Il y a eu des insuffisances, nous tirons les leçons et nous avançons. Mais des recommandations, je pense que concrètement, pourquoi les agents de santé sont en mouvement? C'est parce que c'est l'état de délabrement de nos hôpitaux. Alors, regardez, allez à Yalgado. Je vais rebondir. Allez à l'hôpital, oui. La question que je vous pose, c'est pourquoi je vous ai dit que je vous pose la question en tant que député. J'ai répondu. Est-ce que vous êtes en train de dire que les recommandations faites par l'enquête parlementaire n'ont pas été suivies, mais au niveau de l'Assemblée nationale, quelles sont les mesures qui ont été prises pour que le gouvernement soit interpellé sur la question? Quand même, parce que quand on fait le diagnostic, je termine, et puis je vous dis, quand on fait le diagnostic du système sanitaire burkinabé, aujourd'hui, c'est un scandale. Ah oui? C'est un scandale. Il suffit d'aller dans les CHU pour voir le manque de matériel, des malades qui sont assis à même le sol, couchés à même le sol, aller aux urgences. C'est un scandale. Qu'est-ce que les députés font? Qu'est-ce que vous faites, l'Assemblée nationale? Quand vous parlez... Je vous pose la question en tant que député. Oui, en tant que député, voilà justement, comme on l'a dit, qu'est-ce qui nous a amené à faire l'enquête? C'est parce que justement... Oui, après l'enquête, non, j'arrive. Le temps est loin. Après l'enquête, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour ça que je vous dis... Il a dit tantôt, il y a une commission qui a été créée spécialement. Depuis quand la commission a été créée? Depuis janvier. Voilà. Janvier 2000, c'est en fin décembre 2018 que la commission a été mise en place, la CEPSUR, pour pouvoir suivre justement. Parce qu'on s'est rendu compte. Je vous laisse parler. Oui. L'enquête parlementaire a été faite en 2017. Oui. Et vous avez attendu décembre 2018 pour mettre un comité de suivi sur place. Voilà, c'est pour dire... Le comité a travaillé déjà? Il travaille permanemment. Et qu'est-ce qu'il a observé, le comité? Je ne peux pas vous sortir tout de suite les chiffres. Donc l'Assemblée nationale n'a rien fait devant... Non, attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous pose la question. Attendez, je vous pose la question. Parce que j'avais la parole. Pardonnez, je vous pose la question. J'avais la parole, je vous laisse parler. Je n'ai pas Je vous laisse parler. Je vous pose la question parce que vous êtes des élus. Vous êtes des députés et vous avez le devoir de rendre compte au peuple. Alors, après 2 ans après, l'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, un rapport a été dressé, des recommandations ont été faites. Vous avez dit qu'un comité de suivi a été mis en place, même si c'est en 2018. C'est pas un comité de suivi. Une commission générale. Générale, voilà. Qui s'occupe uniquement que de ça. Il n'y a pas de la commission générale. Je connais la commission générale. Je peux terminer. Mais est-ce qu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place pour suivre la mise en œuvre de ces recommandations? C'est la raison pour laquelle je vous dis, après chaque mission d'enquête parlementaire, il y a un comité restreint de suivi qui est mis en place et le rapport est transmis au niveau du ministère, le ministère concerné. Il y a eu les mines.
Non, Ça a non, été parlons de la oui, santé. non, j'ai dit, Parlons de la ce n'est santé. pas pour développer. Le temps est en train de finir, parlons de la santé. De la santé, le rapport a été déposé auprès du ministère. Et à la fin de l'enquête, un comité a été mis en place pour pouvoir suivre justement la mise en application de ces recommandations. C'est au vu de l'insuffisance de ce suivi-là qu'en fin 2018, l'Assemblée a décidé de la création d'une commission générale dédiée au suivi de tout ce qui est politique générale. Est-ce que vous comprenez? Sinon, dire que toutes les enquêtes sont suivies, c'est pour dire, quand vous dites que l'Assemblée n'a rien fait, vous me permettez de terminer. Oui, allez-y. Voilà, donc, à ce niveau... Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait par rapport au système sanitaire? Le suivi a dit quoi? Le suivi a consisté justement à bousculer le ministère pour que ces recommandations-là puissent être mises en application. Et qu'est-ce que le gouvernement a dit? Non, je ne suis pas de cette commission, mais je vous dis tout simplement... Vous êtes député? Oui, je suis député. Voilà. Mais on attend justement, nous attendons chaque commission, tu n'es pas membre d'une commission, nous attendons qu'on nous fasse la restitution. Exactement. Allez-y, on va revenir. Allez-y. L'Assemblée nationale dispose, les députés, vous disposez d'outils d'interpellation du gouvernement sur effectivement des dossiers comme par exemple celui-là. Vous avez fait une enquête parlementaire, il y a eu un résultat. D'ailleurs, la destination même là, il faut remettre le dossier au gouvernement qui doit mettre en œuvre. Maintenant, si vous mettez une commission de suivi, même si elle travaille, si qu'à un moment donné elle travaille et elle suit et que ça ne vient pas, je pense que ça mérite que, chers membres et honorables députés, qu'il y ait des questions d'interpellation aussi bien sur ce rapport que certainement sur d'autres rapports, comme Zervo voulait le dire, sur les mines, le foncier. Qui ça, c'est depuis quand? Il y a longtemps. Est-ce qu'il y a une interpellation là-dessus? On ne sait même plus où se trouvent les rapports. Bon, ça, quand même, c'est votre rôle. Non, vous n'allez pas nous apprendre à faire comme à l'Assemblée. Vous êtes passé 1 an, nous on est là, ça fait 4 ans. Je vais dire, justement, c'est pour vous dire, il a pris le temps d'expliquer. Il faut qu'on explique aussi comment on travaille. Expliquez. Voilà. Donc, avant, quand il y a une commission d'enquête qui se faisait, on mettait en place un comité de suivi, composé souvent d'une dizaine de députés ou bien parfois de 5, qui suivent les recommandations. On peut en formuler 19 ou quoi, voilà, ou 19, 20, une trentaine, parfois même plus. Et on suit et on base recommandation 1, recommandation 2, jusqu'à ce qu'il est satisfait. Maintenant, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisamment, on ne mettait pas suffisamment de pression avec ça. Et que les députés venaient de plusieurs commissions et travaillaient juste sur un sujet et puis repartaient. Donc, l'Assemblée nationale, pour mettre plus de pression et pour vraiment suivre ces recommandations, puisqu'on a besoin que les commissions d'enquête soient suivies des faits, nous avons jugé bon de choisir un certain nombre de députés et de les mettre uniquement sur ça. Donc, nous sommes à 5 commissions d'enquête, on est sur les 5 commissions. Donc, chaque fois, quand vous dites... Parlons de la santé. Voilà. Donc, je veux qu'on revienne au secteur de la santé. J'insiste dessus, parce que c'est un secteur important qui concerne tous les Burkinabés. Voilà. C'est un secteur qui est sinistré. Donc, ce que les Burkinabés ne comprennent pas, c'est qu'ils ont élu des députés qui ont fait leur travail, c'est-à-dire fait une enquête parlementaire pour dresser le diagnostic du système sanitaire burkinabé. L'enquête parlementaire a fait sortir un rapport. Le rapport a fait des recommandations. 2 ans après, où en sont ces recommandations? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Est-ce que le gouvernement a été interpellé? Parce que dans les hôpitaux, je finis. Parce que dans les hôpitaux, les populations n'ont pas constaté qu'il y a eu un changement. Non, vraiment, je suis désolé, vous faites beaucoup d'affirmations, ce qui fait que le débat est difficile. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites sur le plan de la santé. Il y a eu même la mise en place de la fonction publique hospitalière, aujourd'hui là, qui fait l'objet de débats sur sa mise en œuvre, qui est une avancée quand même au niveau du système sanitaire burkinabé. Vous savez combien de CHR on a créé au Burkina? On est en train d'en créer près d'une dizaine au Burkina. Je parle du matériel du travail. Oui, même le matériel. Quand j'entends le mot manque,
J'ai dit non, on parle d'insuffisance du matériel ou d'un faible niveau du plateau technique. Mais on ne va pas dire qu'il manque du matériel au Burkina, je suis désolé. Donc dans nos affirmations... Vous avez fait un tour dans les CHU? Oui, j'ai même fait... Moi, j'ai participé... Vous avez trouvé des IRM quelque part? Je n'ai pas dit des IRM. Nous avons... Les scanners partout? Il y a des scanners. Il y a des scanners. Dans tous les CHU? Pas encore, mais il y a des scanners. Même le scanner de Wayouya est un des meilleurs. En termes de scanner au Burkina, jusqu'à présent, là, on n'a pas peur. En termes de lits, de réactifs dans les laboratoires? Maintenant, le fonctionnement est différent. C'est différent. Okay. Sinon, on a le matériel. On vous a compris. On a le matériel. On vous a compris. La commission est en train de travailler. J'aimerais juste on est en train de finir. L'émission est finie. En un mot que... J'aimerais juste dire en un mot que après ces 4 années, on a abordé la 5e année d'exercice après les élections. Le bilan est lourd. Et je pense qu'il nous faut une alternative réelle dans ce pays-là pour pouvoir faire face aux défis du développement dans ce pays-là. Moi, je souhaite qu'on se mette tous ensemble pour faire avancer le Burkina. Ce n'est pas dans des contradictions permanentes que nous allons avancer. Le parti est terminé. Pour ce soir, on aurait voulu parler de l'emploi des jeunes parce que c'est un thème très important, mais on n'a pas eu assez de temps. De toutes les manières, on pourra revenir sur la question en d'autres occasions. On aura le temps de le faire en d'autres occasions. Je voudrais vous dire merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci aussi pour l'ambiance conviviale. C'était très important. On s'était mis d'accord en début d'émission. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez sur la télévision BF1. Le programme continue.